suffisamment dissuasif pour qu'il n'y ait plus d'autres récalcitrants qui vont oser parler. Mais malgré cela, moi, je me rends compte personnellement que le système n'est pas si efficace que ça. Parce que depuis 2016, quand on a commencé à appliquer ce système, on arrête quelqu'un, mais il y a toujours forcément quelqu'un d'autre qui reprend. Et donc, je crois que les concepteurs de ce système doivent réfléchir profondément pour savoir est-ce que le système là est efficace et est-ce qu'au bout du rouleau, dans la durée, ce système serait efficace. Parce que si ça devait être efficace, la dissuasion qu'elle a créée depuis 2016 devrait nous permettre d'avoir le silence total, le silence que le régime souhaite. Mais malheureusement, on n'a pas ce silence. On arrête un, il y a un autre qui, dans son coin, commence par réagir. C'est vrai, on finit par l'arrêter, mais il y a toujours un autre qui commence à parler. Donc, moi j'étais un concepteur de ce système. J'allais me poser tellement la question sur est-ce que ce système est efficace. On a pris Onvi, mais il y a aujourd'hui Achille Free qui est là, il y a d'autres personnes qui sont là, et on a pris peut-être Azanaï, mais il y a d'autres personnes qui continuent toujours à parler. Parce que les Béninois ont fait quand même, on doit le rappeler ici, on fait quand même de 90 à 2007 près de 30 ans pour la démocratie et ont commencé par s'accommoder à la liberté de presse. Mais qu'on vienne brutalement leur dire, nous voulons un système où vous ne pouvez plus parler, vous n'avez pas de volonté, ce que vous voulez, ce que vous pensez, c'est nous qui pensons à votre place. Si vous voulez dire quelque chose qui est contre nous, là, nous, on va vous jeter en prison. Et donc, beaucoup n'arrivent toujours pas à s'accommoder. Ils pensent que c'est aux concepteurs de faire un point sur le système qu'ils ont mis en place et que c'est efficace dans la durée. Est-ce que ce sera efficace dans la durée? Moi, je me pose assez de questions sur ça. Je crois que ma position sur cette question, j'ai eu l'occasion de le dire sur certains plateaux en disant que nous avons une justice qui aujourd'hui a donné toutes les preuves de sa partialité. Et quand vous voyez son fonctionnement, quand vous voyez également les dossiers sur lesquels la justice est prompte à réagir, vous comprenez très bien que cette justice est politique. Et je donne un exemple, vous pouvez voir des acteurs politiques qui disent des choses très graves. Une fois qu'ils sont du côté du pouvoir, rien ne leur arrive. Vous voyez aujourd'hui des médias, je n'ose pas le citer ici pour faire publicité à ce média, qui, du lundi au vendredi, attaquent une seule personnalité et vilipendent cette personnalité, mais rien ne lui est arrivé. Mais lorsque vous êtes de l'autre côté, vous décidez de critiquer une action du gouvernement automatiquement, on sait ce qui vous arrive. Et donc, pour moi, il n'y a plus de débat à faire sur l'instrumentalisation ou la politisation de la justice béninoise. Le débat à faire, mais comment on en est arrivé là et comment on a connu cette chute abyssale en si peu de temps. C'est la question à se poser aujourd'hui au regard de la situation. Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Je crois que de façon fondamentale, les reproches ne sont pas des actes, c'est juste les propos qu'il a tenus, ça et là, au cours de ces émissions ou bien de ces déclarations sur les réseaux sociaux, et qu'on a, on a pris pour pour l'accuser de vouloir créer des troubles à l'ordre public et tout ça. Donc, de façon générale aujourd'hui, comme on le dit, hein, ceux qui ont fait un peu du droit, on parle de l'élément matériel qui fait partie des éléments constitutifs d'un délit. On n'attend plus forcément ça. C'est une déclaration que vous faites, vous dites quelque chose qui gêne. On vous prend et à partir de cette déclaration, on cherche des petits trucs qu'on met ensemble pour constituer une accusation contre vous. Donc, dans le cas du général Rondeyon, je crois qu'il y a des accusations contre lui, mais ces accusations ne portent absolument sur rien. Ça porte uniquement sur cette déclaration qu'il a faite par le passé. Et peut-être, lui, avec le profil qui est le sien, général de la police, ancien directeur général de la police,
Et quand il fait certaines déclarations, on peut lui imputer le fait que s'il dit de certaines choses, c'est qu'il en sait un peu plus. Et donc, vous avez entendu parler d'accusations allant dans le sens de il avait des projets de coup d'État ou bien de déstabiliser euh, l'État et tout le reste. Mais en réalité, la justice elle-même n'arrive pas à apporter de preuves matérielles de ces accusations et sur la base des... Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette interview spéciale consacrée à l'affaire Philippe Oundéyon. Depuis plusieurs mois, ce dossier secoue l'opinion publique béninoise et au-delà. Officiellement présenté comme une procédure judiciaire classique, le dossier Oundéyon soulève en réalité des interrogations majeures sur l'état de la justice, le respect de l'état de droit et l'avenir de la démocratie au Bénin. Ancien haut responsable de la sécurité nationale, Philippe Oundéyon n'est pas un citoyen ordinaire. Son arrestation, les conditions de sa détention, la nature des accusations portées contre lui et surtout les nombreuses irrégularités dénoncées dans la procédure interrogent profondément. Ce dossier semble s'inscrire dans une séquence politique plus large qui rappelle d'autres affaires emblématiques ayant touché des figures de l'opposition comme Joël Aïvo ou Rekia Madougou. Au-delà de l'homme, c'est donc un système qui est questionné. La séparation des pouvoirs est-elle toujours respectée? La justice agit-elle en toute indépendance? La liberté d'expression et le pluralisme politique sont-ils pleinement garantis? Pour mieux saisir les contours de cette affaire, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien Le Patriote. Bonjour M. Zoumenou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Diossou et bonjour à tous les confrères et amis que j'ai du plaisir à retrouver ici dans ce débat. Merci beaucoup. Aussi avec nous, M. Joseph Pezo Anago, directeur de publication de la Dépêche Actu Info. Bonjour M. Anago. Monsieur Joseph, est-ce que vous m'entendez? Je pense que sa caméra est gelée pour le moment. Ok, on revient à lui dans quelques secondes. Je pense qu'il a quelques soucis techniques pour l'instant. Donc, cette émission sera co-animée avec Vital Panou de Zapin 229. Bonjour Vital. Bonjour Jules et bonjour à chacun. Aussi, sur ce plateau, Achille Free de Achille Free TV. Bonjour Achille. On ne t'entend pas, son micro est fermé, je ne sais pas. On ne t'entend pas toujours. Ok, je ne sais pas si il a aussi... Le micro est en principe ouvert, donc il y a un petit souci à son niveau aussi. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant, oui. Ok, toutes mes excuses. Alors, bonjour Monsieur Jules Diossou et bonjour à tous ces grands frères qui sont sur le plateau. Merci beaucoup. Je voudrais juste vérifier avec tous nos amis qui nous suivent actuellement sur Facebook, YouTube et puis TikTok de mettre en commentaire s'ils entendent correctement le son. Donc, merci beaucoup de partager largement et puis d'envoyer ce direct, cette émission spéciale à des amis pour augmenter, améliorer l'audience. Monsieur Alango, vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends parfaitement. J'espère que vous m'entendez aussi. Oui, c'est bon. OK, donc je vais laisser le soin à Vital Panou de débarrer cette interview. Donc, Vital, tu peux y aller.
Merci Jules et merci Achille et merci à nos invités, nos deux invités, Jos Perso Anango et Marcel Zoumenou. D'entrée, on a suivi cette séquence audio de Abiba Touré, la franco-ivoirienne qui est l'avocate du général Louis-Philippe Oundéon. Elle a été assez directe. Selon elle, Louis-Philippe Oundéon représente une lutte, il représente un combat. Je suis tenté de vous demander, Marcel, est-ce que vous êtes du même avis que Abiba Touré en ces expressions que Louis-Philippe Oundéon représente une lutte, il représente un combat? Oui, absolument. Et Louis-Philippe Oundéon, comme beaucoup d'autres Béninois qui osent apporter la contradiction aujourd'hui au Bénin, sont dans un combat contre l'oppression, je vais dire un combat contre le totalitarisme qui s'est installé dans notre pays. Parce que de plus en plus, lorsque vous osez dire une seule phrase qui va contre la volonté de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, tout le monde vous appelle, parents, amis, tout le monde vous appelle et on attire votre attention sur le risque que vous prenez en portant un point de vue critique. Ce qui est dit est valable pour nous autres journalistes qui avons choisi de rester libres, mais également pour le citoyen lambda qui aujourd'hui au Bénin ose dire autre chose que ce que le régime veut. Et donc, Louis-Philippe Oundéon avait courageusement pris ce risque, le risque de dire ce qu'il pense, le risque de dire ce qui n'allait pas. Et donc, pour moi, il était défenseur d'une cause, défenseur d'un combat. Il était même, je vais dire, un soldat de la vérité, un soldat du pluralisme. Et malheureusement, quand vous choisissez ce chemin au Bénin, on sait finalement où est-ce que ça peut vous conduire. Alors, on sait tous que Louis-Philippe Oundéon était un ancien haut responsable de la sécurité nationale. Il était le directeur général de la police nationale, aujourd'hui police républicaine. Pourquoi son basculement je dirais, dans l'ère politique, pour ne pas dire de l'opposition, semble avoir déclenché une réaction brutale de l'appareil d'État vis-à-vis de sa personne, selon vous? Oui, cher ami Vital, bon, le mot opposition me gêne parce que moi, toute ma vie, j'ai porté ce fardeau. Parce que moi, j'ai choisi d'être un journaliste critique. Et chaque fois, depuis même l'époque du président Kérékou, les 10 ans de Yahi, on vous tasse d'opposants, journalistes opposants. Et donc, moi, je ne pense pas que Louis-Philippe Oundéon soit de l'opposition. Je pense qu'il a fait le choix de rester un homme libre. Et quand vous faites le choix de rester un homme libre, aujourd'hui, on vous tasse très vite de l'opposition. Et donc, mais maintenant, la question est de savoir, mais pourquoi il choisit, en tant qu'ancien officier supérieur de la police, officier général de la police, de faire un peu dans ce qu'on peut appeler de l'activisme politique. Bon, moi, je ne peux pas répondre à ça à sa place, mais je peux vous dire que, au regard de la gravité de la situation politique dans le pays, de la gravité de la situation de notre pays sur le plan des libertés fondamentales et de la démocratie, la position qui a été celle de Louis-Philippe Oundéon devrait être celle de tous les Béninois qui, depuis 90 ou 91, ont vu comment notre pays a évolué et comment nous sommes passés de la dictature militaro-marxiste à la démocratie et tout le prestige que notre pays a gagné de notre engagement démocratique depuis 91. Donc, pour moi, il n'est pas de l'opposition, il est simplement un citoyen, comme tout autre, qui a choisi de rester libre, de défendre la démocratie, de défendre les libertés. Et pour ça, moi, je pense qu'il est du bon côté de l'histoire. On ne doit pas le tasser comme opposant. D'ailleurs, il n'était pas opposant parce que, quand vous le suivez très bien, il disait des choses qui étaient quand même un peu favorables au pouvoir, même si, bon, dans l'ensemble, il dénonçait beaucoup de choses. Quand c'est bon, Louis-Philippe Oundéon osait le dire. C'est ça. Et avant Louis-Philippe Oundéon, il y a eu d'autres personnalités, d'autres personnalités politiques qui ont été également appréhendées, arrêtées. Certains d'entre eux ont connu déjà
leur procès, sont passés devant le tribunal spécial de la Criette et ont été condamnés. Je peux citer par exemple Rekia Madougou, je peux citer Joël Aïvo. Mais lorsqu'on revient au mode opératoire de leur arrestation, la façon dont ils ont été arrêtés, est-ce que le cas de Louis-Philippe, avec le cas de Louis-Philippe Oudéon, vous trouvez une certaine similitude? Et Abiba Touré disait tout à l'heure dans l'audio qu'on a écouté, hein, que la justice doit être au nom du peuple et non au nom d'un régime. Lorsque vous prenez ces trois cas que je veux globalement citer, est-ce que vous voyez une certaine similitude? Est-ce que vous pensez que la justice est effectivement aux ordres d'un régime? Pour ne citer que ces cas. Oui, moi je crois que ma position sur cette question, j'ai eu l'occasion de le dire sur certains plateaux en disant que nous avons une justice qui aujourd'hui a donné toutes les preuves de sa partialité. Et quand vous voyez son fonctionnement, quand vous voyez également les dossiers sur lesquels la justice est prompte à réagir, vous comprenez très bien que cette justice est politique. Et je donne un exemple. Vous pouvez voir des acteurs politiques qui disent des choses très graves. Une fois qu'ils sont du côté du pouvoir, rien ne leur arrive. Vous voyez aujourd'hui des médias, je n'ose pas le citer ici pour faire publicité à ce média, qui, du lundi au vendredi, attaquent une seule personnalité et vilipendent cette personnalité, mais rien ne lui est arrivé. Mais lorsque vous êtes de l'autre côté, vous décidez de critiquer une action du gouvernement automatiquement, on sait ce qui vous arrive. Et donc, pour moi, il n'y a plus de débat à faire sur l'instrumentalisation ou la politisation de la justice béninoise. Le débat à faire, comment on en est arrivé là et comment on a connu cette chute abyssale en si peu de temps. C'est la question à se poser aujourd'hui au regard de la situation. Sur le cas de Oudéon et sur ces trois cas dont vous avez parlé, les similitudes, c'est que, on vous envoie sans aucune convocation une horde de policiers qui vient envahir votre espace privé, votre maison, et qui, pas des méthodes vraiment, je vais dire d'une autre époque, arrive à s'introduire dans votre maison et vous arrête. Vous demande de les suivre, vous conduit à la direction de la police judiciaire, on vous soumet à un interrogatoire, à une audition, et au bout de l'audition, je crois qu'on finit par vous notifier que vous êtes poursuivi pour telle infraction. Infraction qui elle-même évolue de la police judiciaire jusqu'à la Criette. L'infraction évolue, ça peut changer une ou deux fois dans plusieurs cas. On a vu les premières infractions ne sont plus les définitives. Et donc, au finish, vous êtes gardé à vue. Après, on vous Quand Joseph Pezo nous a rejoint, je ne sais pas, Joseph, j'espère que vous avez pu suivre In and Out, vous avez pu suivre ce dont on a parlé depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant. Si vous avez pu avoir au moins l'audio, je vais vous laisser réagir globalement sur ce que nous avons échangé et l'ami Zoumenou et l'audience tout à l'heure, ce sur quoi on est intervenu. Je vais vous laisser réagir et sauter là-dessus rapidement. Okay, merci. J'espère que vous m'entendez. Absolument, oui. Merci bien. Je salue tout le monde. Bon, à propos de ce que moi je pourrais appeler le dossier Philippe Oudéon, je retiens qu'il s'agit ici des symptômes d'une crise systémique. Hein. Parce que retenons que dans toute démocratie constitutionnelle, la justice n'est pas un pouvoir parmi d'autres. Elle est le dernier rempart du citoyen contre l'arbitraire de l'État. Lorsqu'elle commence par vaciller, ce n'est pas seulement un individu qui est menacé, mais l'équilibre même de la République. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut placer le dossier Philippe Oudéon, qui s'inscrit dans une zone critique où le droit cesse d'être un garde-fou pour devenir, je dirais, potentiellement un instrument. Et à travers ce cas, il se pose une interrogation fondamentale sur l'état réel de la justice, de la liberté d'expression et de la séparation des pouvoirs au Bénin.
Mon confrère Zoumen l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, il l'a dit, il disait qu'il y avait même plus à poser de questions là-dessus. C'est un fait désormais que la justice est instrumentalisée. Mais cela pose énormément d'ailleurs. Mais ce dossier l'homme dont on parle ici, et ça va au-delà de sa personne. Parce qu'il faut reconnaître que l'affaire Hondéyon n'est pas surgie dans le vide institutionnel de notre pays. L'affaire là s'inscrit dans une série d'affaires visant des figures politiques, on l'a évoqué tantôt, ou intellectuelles, parmi lesquelles Joël Aïvor, Rekia Madougou, et même des activistes dont Amousso Steve et autres. Et on a vu la façon dont le régime, pour se prémunir contre ses propres types, créer une situation de traumatisme, mène une chasse permanente aux voix discordantes. Et donc, le point commun de ces différents dossiers, c'est que il y a dans un sens la temporalité politique des poursuites, et mon confrère Zoumen l'a dit tantôt, la qualification pénale, parfois lourde, parce qu'on a vu des gens copier en un rien de temps, 10 ans, 20 ans de prison, après s'être passé devant la CRIER. Et puis, il y a la mise à l'écart durable de toutes ces voix dissidentes. Et je ne voudrais pas m'attarder sur chacun des cas, parce que ce qui nous intéresse, c'est le cas de Hondéyon, mais j'ai un cas qu'on doit esceler. Non, c'est tout un package que nous devons prendre en compte. Mais je voudrais, si vous le permettez, revenir un peu sur le profil de Hondéyon et voir le contexte des faits. Parce que ancien directeur de la police nationale, Hondéyon est un acteur issu du cœur même de l'appareil sécuritaire de l'État. Sa trajectoire confère à ses prises de position une portée particulière. Il parle en connaisseur des institutions. Vous n'allez pas me dire le contraire, cher Vital, suite à l'une de nos émissions que vous aviez su bien animer, on a vu ce qui a suivi. Donc, à partir de 2024, ces interventions publiques dénoncent les retraites d'office des forces de sécurité, la concentration du pouvoir, la dénaturalisation de l'esprit de la Constitution de 1990. Il a martelé à chaque fois. Ces prises de parole précèdent des déclarations publiques du pouvoir en place et qui sont interprétées comme des menaces politiques explicites. Et la suite, on a vu ce qui lui est arrivé. Bon, Zoumen l'a décrit tout à l'heure, les circonstances dans lesquelles parfois on était qui gênent. Et il a aussi expliqué comment les charges évoluent d'une heure à l'autre, les conditions les plus cavalières qui sont celles qui prévalent lorsqu'il faut interpeller. Et dès qu'on vous dit que vous êtes convoqué, si dans le meilleur des cas, vous êtes convoqué, on vous tend une convocation, mais dans la plupart des cas, c'est que vous ne recevez aucune convocation, on peut vous interpeller. Même, comme ça a été le cas de tout récemment, je pense le siège de son parti. Donc, je voudrais peut-être m'arrêter, mais avant, je voudrais dire que 13 novembre, si vous vous rappelez, a eu cette intervention policière au domicile de Hondéyon. Une intrusion sans mandat, une violation, plus tard une arrestation pour des infractions liées à la communication. Et ça a commencé par évoluer. Donc, moi, je dis, ces choses se ressemblent, ces faits se ressemblent. Et même si des interpellés ou des mises en cause évoluent, les faits se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc, moi, je voudrais retenir que nous avions changé de cap depuis 2016 et il faut avoir le courage de le reconnaître. La justice a perdu de sa physionomie. La presse sur laquelle on a toujours compté pour quand même intervenir et jouer son rôle ne le fait plus parce que elle aussi, elle est mise au... Mon confrère a évoqué certains cas d'intouchables de la République, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des notables, ou même certains médias qui sont intouchables et qui peuvent s'en prendre aux autres citoyens sans coup férir.
Alors, face à tout ceci, ben, on ne peut que s'interroger sur la suite, puisque les choses vont s'empirant. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, avec tout l'arsenal qu'on observe aujourd'hui, pour le Sénat dans les jours ou les semaines à venir, bon, on a des raisons de se demander à quoi nous serons tous demain, à quelle sauce nous serons mangés, suis-je tenté de dire. Je voudrais m'arrêter là pour laisser les autres intervenants intervenir, parce que j'ai encore beaucoup d'autres informations à émettre. Je vais rapidement retourner le micro à Jules pour la suite de ces échanges. Ok, merci beaucoup, Vital. Juste, je voulais vérifier avec les gens qui nous suivent actuellement, de me faire des retours parce que quelqu'un m'a dit que ça bug sur Facebook. Je voulais voir aussi sur YouTube si le son, la qualité du son, et de même sur TikTok si le son passe bien. Au cas où je pourrais vérifier les réglages. Donc, merci beaucoup de continuer à nous faire des retours. Donc, n'hésitez pas à partager le live. Peut-être, Achille, si tu as déjà quelques questions à poser dans la suite de cette interview, tu peux y aller. Ouvre le micro. Achille, le micro est fermé. Oui, d'abord, je voudrais dire merci. Merci beaucoup à M. Anago et à Marcel Zoumeno. J'espère que nous allons le revoir tout à l'heure. Monsieur Jos Pezo Anago, dites-moi, avec ce que vous venez de dire là, d'accord, avec le développement que vous venez de faire, dites-moi déjà, parce que vous avez parlé de procédure. D'après le dossier, les infractions reprochées à M. Philippe Rondeyon relèvent du régime du délit de presse, parce que lorsque nous parlons de la communication, c'est la presse. Alors, dites-moi, monsieur Anago, pourquoi le recours à la procédure de flagrant délit est-elle illégale dans ce cas précis? Parce que nous parlons de délit de presse et nous savons les lois en vigueur qui ont rapport avec ce genre de délit. Alors, pourquoi parle-t-on de flagrant délit alors qu'au même moment, ce qu'on lui reproche, c'est cette expression qui est connue de tout le monde, harcèlement par voie électronique. Dites-nous déjà ce que vous pensez de cela. Merci, Achille Frey. Bon, ce que je vais commencer par dire ou par faire n'est pas un rectificatif, bon, mais c'est que nous allons nous entendre sur la terminologie. Lorsqu'on parle de communication, on ne parle pas forcément de la presse en tant que telle, ni des médias véritablement. C'est vrai que les médias, c'est assez large. Et puis, c'est un boulevard qui a été savamment ouvert par le pouvoir ou les pouvoirs qui succèdent et qui ne veulent pas de voix discordantes pour annihiler pour tuer dans l'œuf les initiatives de libre expression et tout. S'il s'agit de presse, il y a des règles qui régissent la presse, spécifiquement parlant. Cependant, les journalistes aujourd'hui peuvent, n'est-ce pas, émettre leur opinion sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook et tout, et se retrouver dans les liens de ces accusations parce qu'on dit c'est par le biais de communication numérique. Vous voyez, donc nous allons rester plutôt dans ce schéma-là. On laisse la presse de côté, puisque la presse a déjà eu son sort. On ne lui attache pas trop d'importance. Dès qu'un journaliste pose un acte aujourd'hui, on va chercher s'il a fait peut-être un blog ou bien il a fait sur sa page Facebook ou ailleurs. Et donc, on part de là pour même votre une. Si la une de votre journal, vous la publiez sur Facebook, on use de ceci parce qu'il y a le code de la communication, par exemple, qui est... Monsieur Anago, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Oui, juste une seconde, parce que... oui, mais monsieur Zoumeno me dit qu'il n'est pas... Monsieur Zoumeno, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je le vois sur le panel, mais il dit qu'il n'est pas sur le panel. Je ne sais pas.
Ok. Monsieur Zoumeno, est-ce que vous m'entendez? Donc, s'il m'entend, s'il est en bas, il peut se déconnecter et essayer de revenir. Parce que moi, je le vois, je vois son icône là, mais apparemment, il n'est pas sur le panel. Ok, vous pouvez continuer, monsieur Anago. Ok, d'accord. Je disais à l'attention de Achille Free que sa question est assez pertinente, mais le régime, pour être plus précis, a pris cette disposition de sorte qu'on use désormais du vocable communication par voie électronique. Vous voyez, donc ça quitte un tant soit peu le champ de la presse. Et pour ce qui a été reproché à tous ceux-là, ceux qui, par exemple, ont tenu des propos, ont émis des déclarations ou des opinions sur les réseaux sociaux, on use du code de la communication, donc pour les attaquer. Voilà. Donc, c'est ce qui est arrivé dans le cas d'espèce, enfin, en ce qui concerne, bien entendu, le général Ondeyon accusé. Et après, comme l'a dit tantôt Marcel, les charges ont évolué. Par la suite, les charges ont évolué. Donc, nous sommes dans le champ strict de la communication. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Et dans ce champ, on y met tout le monde. Vous êtes journaliste, on vous met dedans. Vous n'êtes pas journaliste, on vous met dedans. Et puis, voilà. C'est un véritable panier à crabe. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour cette explication. Monsieur Anago, ceci peut-être, je ne sais pas, hein, je ne pense pas que ce soit un point de vue personnel, mais on peut être pour ou contre Ondeyon politiquement. Mais en droit, pour ce que je sais, une chose est non négociable. Même ton adversaire a le droit à une procédure régulière. Parce que c'est ça, l'état de droit. Dites-nous déjà, pourquoi est-ce qu'au Bénin, aujourd'hui, on a le sentiment que certaines violations de procédure ne sont jamais débattues dans les médias dominants? Bon, si je parle de médias dominants, je ne sais pas. Si ce n'est pas parce que c'est ceux qui dominent plus maintenant, c'est plus ceux-là qui chantent les éloges du chef. Eux, ils peuvent toute la journée dire que voilà, il faut prolonger le mandat et tout ça. Eux, ils n'ont pas de problème. Alors, revenons ici pour ma question. Lorsque nous parlons de la procédure, ici, la perquisition du domicile aurait été effectuée sans consentement ni mandat, d'après le dossier. D'après ce que nous avons entendu. Je ne sais pas si vous êtes au même niveau d'information que moi, mais en droit béninois, quelles sont les conséquences d'une telle violation de domicile, ce qui est devenu carrément courant aujourd'hui? Je peux tenter un essai de réponse. C'est bon, je peux y aller? Oui, c'est bon, on peut aller. Allô? Achille Free, d'accord, merci. Oui, où est c'est vrai que, bon, voilà. Alors, moi, je pourrais dire que vous aviez fait preuve de commodité de langage, dans ce sens que ce que vous venez de dire est déjà une réponse à votre préoccupation aussi, puisque autant que nous sommes ici sur ce panel, et nous savons tous que depuis 2016, le respect des normes, des règles n'existe plus. C'est-à-dire, la justice n'est plus dans son rôle. Et donc, on va comme on veut. Et donc, ce qui explique ce que vous dites. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous chantez les éloges de ce régime, vous n'avez pas de crainte à vous faire. Vous n'avez absolument pas de crainte à vous faire. Maintenant, si vous pensez que vous pourrez être critique comme l'était le Bénin des années 90, 2000 en allant, alors là, vous vous trompez lourdement parce que ce n'est plus ça depuis 2016 précisément. Et donc, je comprends bien votre préoccupation, mais je suis que vous avez aussi les réponses à votre interrogation. Aujourd'hui, visitez le Bénin, vous allez il n'y a plus de grève. Même si l'envie vous prend en tant que syndicaliste, vous ne pouvez pas le faire. L'expression libre n'existe plus. Il faut aussi le dire. C'est vrai. Ceux qui chantent les louanges du régime diront le contraire. Cela va sans dire. Regardez les baromètres. Et les différents baromètres des organisations internationales telles que Reporters sans frontières, Defenders et j'en oublie.
pour se convaincre de la réalité au Bénin. Et donc, dans ces conditions, où vous êtes au pas, ou alors vous êtes écrasé. Je ne voudrais pas sur ce détail, mais je voudrais vous dire aussi, observez un peu, Gazette du Golfe, Golfe FM, toute la compagnie n'existe plus. Juste sur un coup de tête. Juste sur un coup de tête. La plupart des médias qui faisaient le zoom sur le Bénin, et qui étaient des médias béninois, n'existent plus pratiquement. Et bien, quand il plaît aux autorités en place à Cotonou, ben, elles interdisent l'apparition de tel titre, et puis il n'y a personne pour s'y opposer. Donc, dans cet environnement, on ne devrait plus trop s'étonner. Hein, on peut être surpris d'une telle situation, mais on ne peut plus s'étonner dans la mesure où on connaît déjà les méthodes du régime en place. La parole n'est plus libre. La critique est sévère. Et vous vous rappelez, il y a quelques semaines, avec ces histoires de capture d'écran, et donc aujourd'hui, le simple citoyen, lorsqu'il s'exprime sur les réseaux sociaux, il doit savoir le faire. Capture d'écran qui est envoyé à qui de droit. Après, il est pris, il est jeté en prison. Dans le meilleur des cas, bon, quelques moments après, il est relâché. Vous vous rappelez ce député qui avait, puisque précisément pour en venir à votre préoccupation, il avait mandat de député. Et puis, dans un groupe, il a émis une opinion. Lui seul sait dans quel test il a mis son opinion, mais ça n'a pas tardé. Il est aujourd'hui en prison. Donc, bon, le pays est ce que nous connaissons. Et moi, je m'étonne que l'expression n'est plus plurielle au Bénin. Je voudrais m'arrêter là et laisser d'autres peut-être intervenir. Pas si j'ai Ok, merci beaucoup. Pour en revenir à une question que moi j'ai eue dans les commentaires ici, pour ceux qui n'ont pas suivi ce dossier de près, M. Marcel Zoumenou, quels sont les éléments essentiels conduits aujourd'hui qu'on reproche au général Philippe Rondeyon? Alors, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Je crois que de façon fondamentale, les reproches ne sont pas des actes, c'est juste les propos qu'il a tenus, ça et là, au cours de ces émissions ou bien de ces déclarations sur les réseaux sociaux, et qu'on a pris pour l'accuser de vouloir créer des troubles à l'ordre public et tout ça. Donc, de façon générale aujourd'hui, comme on le dit, hein, ceux qui ont fait un peu du droit, on parle de l'élément matériel qui fait partie des éléments constitutifs d'un délit. On n'attend plus forcément ça. C'est une déclaration que vous faites, vous dites quelque chose qui gêne. On vous prend. Et à partir de cette déclaration, on cherche des petits trucs qu'on met ensemble pour constituer une accusation contre vous. Donc, dans le cas du général Rondeyon, je crois qu'il y a des accusations contre lui, mais ces accusations ne portent absolument sur rien. Ça porte uniquement sur cette déclaration qu'il a faite par le passé. Et peut-être, lui, avec le profil qui est le sien, de général de la police, ancien directeur général de la police, et quand il fait certaines déclarations, on peut lui imputer le fait que s'il dit de certaines choses, c'est qu'il en sait un peu plus. Et donc, vous avez entendu parler d'accusations allant dans le sens de il avait des projets de coup d'État ou bien de déstabiliser l'État et tout le reste. Mais en réalité, la justice elle-même n'arrive pas à apporter de preuves matérielles de ces accusations, et sur la base des questions qui ont été posées à Rondeyon, que ce soit en première instance et que ce soit aujourd'hui en appel, son discours a été constant, c'est qu'il n'y a pas eu d'acte, il n'y a eu que des déclarations qu'il a faites dans le cadre de son projet de défense de la démocratie et des libertés fondamentales. Et donc, c'est exactement ça. Pour me résumer simplement, on l'accuse de vouloir déstabiliser
le pouvoir de vouloir avoir des projets de déstabilisation, mais il n'y a pas de preuves matérielles pour étayer tout cela. On a parlé tantôt de... Ok, Achille, tu peux y aller, oui. Ah, ok. Oui, j'attendais monsieur Zoumenou. Merci de nous revenir. Oui. Oui. Dites-nous déjà, d'après ce que nous avons entendu, Oui. le mandat de dépôt de monsieur Philippe Rondeyon était déjà prêt à 13h, ce 14 novembre 2024, alors que lui-même n'a été déféré qu'à 19h. Est-ce que vous pensez que, même avant de l'écouter, on savait déjà ce qu'on allait lui faire? C'est-à-dire le plan était déjà là et puis voilà, il fallait juste le mettre dedans et puis suivre la procédure selon leur plan, selon leur volonté. Et monsieur Achille Free, cher ami et confrère, est-ce que depuis que la criette a été créée, vous avez vu quelqu'un qui a pu aller, qui a été arrêté et dans le cadre d'une procédure judiciaire conduite par la police criminelle et la criette et qui s'en est sorti? Presque tous ont été en prison. Et donc, l'exception aujourd'hui, c'est que vous allez devant la police judiciaire ou bien devant la criette et que vous sortez libre. Ça, c'est presque exception, et cette exception même, je dirais qu'elle n'existe presque pas. Quand moi, je fais le point, vous-même faites le point à votre niveau, je ne connais pas de cas de gens, en tout cas accusés pour les délits qui sont très courants aujourd'hui, harcèlement, atteinte à la sûreté de l'État, tentative de coup d'État, déstabilisation de... Tout ce vocabulaire, tout ce glossaire juridique que notre pays connaît depuis un certain temps. Si vous voyez quelqu'un qui est accusé pour ce fait, j'en connais très peu qui y vont et qui reviennent. Tout au moins, vous êtes gardé à vue pour quelques jours. Et ça, si vous êtes chanceux, on peut vous libérer. Les cas rares, c'est le cas de Tchabi Yahi qui, heureusement, lui, il est resté en garde à vue pendant quelques jours avant de rentrer chez lui. Et je crois que là, c'est qu'il a forcément eu de la pression politique à des niveaux donnés qui ont favorisé cela. Sinon, de façon constante, quand vous allez, on vous arrête aujourd'hui, on sait que le sort qui vous est réservé, c'est la prison d'abord. Après, on essaie de voir quelle forme ça va prendre, quelle serait la durée de la peine, quel sera l'habillage juridique qu'on va faire pour que ça soit bien potable et être présenté. Tous les Béninois savent ça, personne n'est dupe de ça aujourd'hui. Et donc, Louis-Philippe Bonléon n'a pas fait exception à cela. Que tu me dises aujourd'hui que son mandat de dépôt était déjà prêt alors que lui-même, ça participe de la manière dont la justice fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Fermez-le d'abord et après on verra le reste. Voilà. Ça me rappelle, Achille, si vous le permettez, ça me rappelle cette anecdote dans un pays, on pourrait comparer au Gondwana, où une personnalité est arrêtée et on fait une interview, n'est-ce pas, au ministre de la Justice. On dit, alors, monsieur le ministre, quel sera le sort du prévenu? Et le ministre qui répond, mais il sera jugé et pendu. Il sera jugé et pendu. Donc, lui, monsieur le ministre, connaît... C'est plus la peine de le juger. Il connaît déjà la sentence au terme du procès, il sait que le prévenu sera jugé et pendu. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui me disent familièrement qu'au Bénin, apparemment, il semble qu'on vous arrête d'abord et puis après, on va chercher les chefs d'accusation contre vous. Et notamment, lorsqu'on vous arrête, on s'arrange à entrer en possession de vos appareils de communication, vos ordinateurs, vos téléphones, ne serait-ce que pour les fouiller, pour trouver quelque chose qu'on pourrait vous coller éventuellement. Donc, c'est un mode opératoire qui est de plus en plus connu, cher ami Achille. Ok, merci beaucoup. Vous permettez que j'ajoute quelque chose à Achille. Oui, Achille Free a posé une question. Vous permettez? Oui. Oui. Si vous permettez, je vais vous rapporter un petit détail à la préoccupation de Achille Free. Le cas qu'il a évoqué, c'est vrai, concernant le mandat de dépôt. Oui, il s'agit là, ni plus ni moins, d'une falsification manifeste du mandat de dépôt, puisque le mandat de dépôt de M. Rondeyon ayant été daté
à 13 h le 14 novembre et que il a été déféré à 19 h ce même jour. Ce décalage horaire prouve à suffisance que c'est d'une raison anticipée qu'il s'agit. Donc, une fraude. Or, la fraude corrompt tout. Donc, tout acte obtenu ou rédigé par falsification temporelle est juridiquement nul et dépourvu d'effet. Ça, c'est vrai. On peut évoquer ce genre de questions dans un état réellement de droit. Et nous ne sommes plus, depuis quelques moments, dans un état de droit. Je voudrais m'arrêter là juste pour apporter de l'eau au moulin de monsieur. En tout cas, merci. Monsieur, juste si vous me le permettez, j'ai une question pour monsieur Marcel. Et la question, ce n'est pas une répétition, je vais juste essayer de la reformuler un peu parce que monsieur Jos Pezo Anago avait répondu tout à l'heure, mais j'ai bien envie d'entendre monsieur Zoumenou par rapport à ça. Monsieur Zoumenou, dites-nous, dans cette histoire de monsieur Philippe Rondeyon, dans cette affaire-là, on applique une procédure pénale exceptionnelle à des faits qui relèvent de délits d'opinion qu'on qualifie de quoi? D'harcèlement par voie électronique. Or, la loi interdit expressément la flagrance de détention préventive dans ces genres de cas-là, quand nous parlons de délits d'opinion. Alors, cela suffit-il à lui seul pour fragiliser toute la procédure? Merci beaucoup, cher confrère. Je me rappelle très bien, je ne sais plus trop en quelle année, quand la Criette avait commencé par convoquer les premiers journalistes ou bien à amener les premiers journalistes, on a commencé par amener les premiers journalistes devant elle. Je me suis inquiété dans une émission et je me suis dit, mais tel que ça commence, c'est extrêmement grave. Parce que les délits d'opinion, que ce soit diffamation, que ce soit mensonge et tout le reste, on connaît et la procédure est régie par la loi. C'est le code de l'information et de la communication qui régit tous ces délits. Et c'est ça qui concerne nous, les journalistes. Mais personne ne nous a suivis et puis donc c'est devenu aujourd'hui une pratique courante et aujourd'hui, presque tout le monde va devant la Criette. La Criette est devenue la cour qui enrobe tout. Au début, on dit que c'est la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mais quand quelqu'un parle mal du régime, on sait que c'est devant la Criette qu'il va aujourd'hui. Et donc, ce glissement-là qu'on a observé, et peut-être avec notre bénédiction, par notre silence, a permis tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui et qui fait que quand même quelqu'un critique le régime, on va chercher des dispositions du code du numérique et les dispositions du code du numérique aujourd'hui, la juridiction qui applique cela, c'est la Criette. Moi, ça me pose un problème. Je dis même le code du numérique, restons même dans le code du numérique, les infractions comme harcèlement, par voie électronique et tout le reste, c'est des infractions qui sont contenues dans le code du numérique. Mais aujourd'hui, le tribunal, la juridiction qui applique cela, c'est la Criette. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que quel est le lien entre un tribunal qui devait s'occuper des criminels économiques et des terroristes et les problèmes d'assainissement des réseaux sociaux, des problèmes de déclaration sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, ce que vous dites est vrai. Il y a tout un biais dans les procédures aujourd'hui, mais la Criette s'est donné beaucoup de pouvoir. Et comme c'est une cour d'exception, une cour qui aujourd'hui est créée pour tout faire, et on lui permet de tout faire sans que personne n'ose réagir. Même pas, les magistrats eux-mêmes n'arrivent même pas à réagir. Moi, j'ai interpellé plusieurs fois des magistrats sur un certain nombre de choses et que c'est comme ça doit se passer. Mais ils vous disent simplement, nous-mêmes, nous n'avons pas trop de pouvoir. Cette cour est trop puissante et puis il répond directement aux autorités politiques compétentes. Donc, c'est des problèmes que nous devons corriger si nous voulons réellement que la justice retrouve sa lettre de noblesse. Merci beaucoup. Monsieur Vital ou Monsieur Jules, vous avez des questions pour eux? Moi, je reviendrai. Peut-être je vais demander aux deux, pourquoi aujourd'hui au Bénin, on a pris l'option de
de la détention provisoire systématique. Parce que si on prend quand même le général Philippe Oundéyon, je pense qu'en droit, on parle de représentation. C'est quelqu'un qui est bien connu et on aurait pu le mettre sous convocation et continuer les enquêtes au bon moment, le rappeler devant la justice. Pourquoi au Bénin, on a pris l'option de la détention provisoire systématique, M. Zoumenou? C'est une question, une très belle question, mais je crois que moi, je crois que des gens comme Séverin Massime Quenom ou peut-être l'actuel garde des Sceaux et de chez nous, Yvon, doivent pouvoir bien répondre à cette question. Et moi, j'ai noté que aujourd'hui, cette tendance à emprisonner, cette tension à la détention préventive devient la règle. Et que la notion de représentation est bafouée totalement. Si elle était respectée, Joël Aïvo ne serait pas en prison. Rekia Madougou ne serait pas en prison aujourd'hui. Et Candide Azanaï ne serait pas en prison. Tous ces messieurs, même parlant des gens proches du pouvoir comme Olivier Boko et Oswald Domeki, ne seront pas en prison aujourd'hui. Mais tous sont en prison. Et moi, j'ai comme l'impression que la prison est devenue aujourd'hui une sorte de punition qu'on vous attribue, qu'on vous donne, si on ne peut pas vous liquider autrement. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a forcément quelqu'un qui dit jetez-les en prison, on verra le reste après. Et donc, ça, c'est pas exactement comme ça. Quand on t'arrête, le sort qui t'est réservé, c'est la prison. Aujourd'hui, il n'y a plus un autre moyen aujourd'hui. Il n'y a plus une possibilité que tu plaides libre ou bien que tu sois mis sous convocation. Si tu es mis sous convocation, c'est que c'est une bénédiction aujourd'hui. C'est une bénédiction aujourd'hui, surtout venant de la criette. Et pourquoi? De ma position, il m'est difficile de répondre pourquoi. Quelles sont les motivations réelles? Mais quand vous êtes dans un régime qui vise à terroriser, on fait tout pour dissuader les moindres récalcitrants, les moindres rebelles. Et donc, pour moi, c'est fait exprès pour que le système soit suffisamment dissuasif pour qu'il n'y ait plus d'autres récalcitrants qui vont oser parler. Mais malgré cela, moi, je me rends compte personnellement que le système n'est pas si efficace que ça. Parce que depuis 2016, quand on a commencé à appliquer ce système, on arrête quelqu'un, mais il y a toujours forcément quelqu'un d'autre qui reprend. Et donc, je crois que les concepteurs de ce système doivent réfléchir profondément pour savoir est-ce que le système-là est efficace et est-ce qu'au bout du rouleau, dans la durée, ce système serait efficace. Parce que si ça devait être efficace, la dissuasion qu'elle a créée depuis 2016 devrait nous permettre d'avoir le silence total, le silence que le régime souhaite. Mais malheureusement, on n'a pas ce silence. On arrête un, il y a un autre qui, dans son coin, commence par réagir. C'est vrai, on finit par l'arrêter, mais il y a toujours un autre qui commence à parler. Donc, moi, j'étais un concepteur de ce système. J'allais me poser tellement la question sur est-ce que ce système est efficace. On a pris Onvi, mais il y a aujourd'hui Achille Free qui est là, il y a d'autres personnes qui sont là, et on a pris peut-être Azanaï, mais il y a d'autres personnes qui continuent toujours à parler. Parce que les Béninois ont fait quand même, on doit le rappeler ici, on fait quand même de 90 à 2016 près de 30 ans pour la démocratie et ont commencé par s'accommoder à la liberté de presse. Mais qu'on vienne brutalement leur dire, nous voulons un système où vous ne pouvez plus parler, vous n'avez pas de volonté, ce que vous voulez, ce que vous pensez, c'est nous qui pensons à votre place. Si vous voulez dire quelque chose qui est contre nous, là, nous, on va vous jeter en prison. Et donc, beaucoup n'arrivent toujours pas à s'accommoder. Ils pensent que c'est aux concepteurs de faire un point sur le système qu'ils ont mis en place et que c'est efficace dans la durée. Est-ce que ce sera efficace dans la durée? Moi, je me pose assez de questions sur ça. Je ne sais pas si M. Anago voudrait réagir sur la question aussi. Oui, il me plairait bien de dire ceci. Et si on devrait s'interroger aussi par rapport à votre préoccupation, et si l'objectif
la finalité, lorsqu'on va interpeller quelqu'un, si la finalité était déjà prise en compte, à savoir qu'il faut l'enfermer, il faut l'emprisonner. Mais lorsque, autour d'un café, décide par exemple, celui-ci nous casse les tympans, il va falloir l'enfermer. Si c'est conçu ainsi, ben, on ne devrait plus s'accommoder de détails logiques ou normatifs, puisque c'est déjà conçu au moment où l'intéressé, il était déjà conçu, prévu, les consignes ont été déjà données. Donc, je ne vois pas de possibilité, une fois interpellée, puisse être relayée et retournée en famille. Puisqu'avant qu'elle ne soit arrêtée, qu'elle ne soit interpellée, il était prévu que l'objectif final, c'était de l'enfermer pour qu'on n'en parle plus. Et souvenez-vous, pour ce qui concerne l'affaire Rondaignon, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et quelques heures avant, c'est-à-dire quelques jours avant, il y avait une opération dont il avait eu écho. Il en avait parlé, nous avions reporté ça sur nos plateformes, où on devrait aller le chercher. On devrait aller le chercher, on devrait aller le prendre pour le papier. Bon, pour cette première fois, il en avait parlé, et puis l'opération n'a pas pu suivre son cours. Je parle bien de général Rondaignon. Et puis, quelques heures après, ils sont encore remontés au créneau et ils sont allés le chercher sans d'autres formes de procès, il n'y a pas de mandat, il n'y a rien, puisque l'objectif, c'était qu'il ne monte plus au créneau pour dire qu'il pense défendre la Constitution de 1990. Et puis, on peut dire que, bon, c'est fait, puisque lui, on ne le voit plus, il est en prison. Et donc, c'est le cas pour ce qui concerne Joël Aïvor, Rika Madougou, qui à longueur de journée disent il faut respecter les règles, il faut respecter la démocratie et tout. C'est la bouffe. Donc, moi, je le dis de façon aussi triviale. L'objectif de départ, c'était qu'on ne veut plus les entendre parler. Alors, il faut les enfermer. Tel journal ou tel média, on ne veut plus, ça nous fait mal. On le fait. On a affrété un avion, souvenez-vous, pour aller chercher Hugues Soupert. Aujourd'hui, on cherche à mettre plein de choses, mais on n'en est pas encore arrivé. L'essentiel, c'est d'enfermer, d'emprisonner, et puis le reste, on verra après. Donc, voilà la réponse que moi, je voudrais porter à votre préoccupation. Ok, donc je ne sais pas si Vital et Achille ont des questions, sinon je peux poser une autre question. Oui, il faut poser votre question et puis on reviendra. Ok, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dans mon introduction,